Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux, surtout pour ce dernier talk de l'après-midi. Je vais tâcher de vous garder éveillés jusqu'à la keynote de clôture et le verre ce soir. Aujourd'hui, on va parler de gestion d'incidents ensemble pendant les 45 prochaines minutes. Je me présente rapidement, je m'appelle Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom. Mais c'est sous ce nom-là que vous me verrez partout en ligne. D'ailleurs, si vous voulez récupérer les slides après la conférence, ça sera plutôt sur Blue Sky que Twitter maintenant. Et je bosse chez Payfit. Payfit qui est une licorne française, vous savez, les startups qui ont bien grossi, qui ont levé des fonds, etc. Et en fait, on fait un SaaS de gestion de fiches de paye. C'est-à-dire qu'en gros, on fait en sorte que ce ne soit pas compliqué pour les TPE et les PME de payer leurs employés. Moi, je trouve ça plutôt cool comme mission. Ça permet d'avoir des fiches de paye qui soient lisibles et justes, notamment, qui à l'heure. Et chez Payfit, je fais des trucs de SRE, on va dire, de Site Reliability Engineer. Je crois que mon job title, ça doit être Staff Engineer, quelque chose comme ça. Et moi, mes délires, c'est l'automatisation, Rust, bref, les trucs qui ronronnent bien comme des coucous suisses. Alors, bon, il y a des fois, il y a quand même des problèmes, sinon je ne serais pas là à vous parler d'incidents. Et tout ce qui va être cloud native et l'open source. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vite fait vous parler un petit peu de pourquoi ce talk, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire ce talk ici. Et pour ça, je voudrais vous présenter quelqu'un qu'a priori vous ne connaissez pas. Ce quelqu'un, c'est Ophélie. Ophélie, elle bosse depuis à peu près 4 ans chez Payfit et en fait, elle fait partie d'une équipe qui s'appelle Customer Success, c'est-à-dire qu'elle s'occupe du support, du support client de Payfit. Et la deuxième personne, c'est pas vraiment une personne, c'est un client qui s'appelle Balou. Alors, il a été renommé, mais c'est un vrai client. Et j'ai vérifié, on n'a pas de client qui s'appelle vraiment Balou. Et voici un petit exemple d'une interaction client entre le support client, donc quelqu'un comme Ophélie, et Balou, cette entreprise. Ça date d'à peu près il y a 2 ans. On va le lire ensemble, voilà, c'est des screenshots de Salesforce. Il se trouve que c'est un cas donc autour de login impossible, problème de connexion classique. La réponse du support client de Payfit: bonjour, j'espère que vous allez bien, très cordial, super. Je vous remercie de nous avoir remonté l'information, super. Bon alors, idéalement, on aimerait bien être au courant avant qu'on nous la remonte quand même, mais ça n'empêche pas de remercier de nous avoir remonté le fait qu'il y avait un problème. La suite: il se peut qu'il y ait eu des lenteurs ce jour, généralement l'accès revient rapidement. Si son accès est toujours indisponible demain, je vous invite à m'envoyer une copie d'écran de l'erreur afin que nous fassions des investigations. Et après, très cordial encore une fois, je reste à votre écoute pour toute question, belle fin de journée. La partie du milieu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'est pas géniale en fait. Et que ce soit pour les deux parties. On se retrouve avec quelqu'un côté support client qui est forcé de répondre, il se peut qu'il y ait des lenteurs, je suis désolé, je ne sais pas non plus si ça reviendra, généralement c'est rapidement, bref, réessayez plus tard, on verra, c'est un petit peu l'équivalent du est-ce que vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer version support. Et côté client, c'est pas génial non plus, accessoirement en face, on a quelqu'un qui paye, qui doit payer ses employés, qui paye Payfit pour pouvoir payer ses employés. Donc bref, c'est vraiment pas une situation géniale. Et notre objectif aujourd'hui ensemble, ça va être de voir comment éviter ce genre de situation. Parce que c'est vraiment pas cool pour la personne côté support et pour les clients en question. Et pour ça, on va prendre 2 axes différents. Je vais vous parler un petit peu du côté théorie, on va dire généralité. Vous allez voir pendant ce talk, on va parler un peu de la notion d'incident et de ce qu'il y a autour. On va parler du côté humain et organisationnel. Et on va parler des pratiques et des outils un peu tech. Et un petit peu en parallèle de tout ça, je vous distillerai un petit peu une sorte de retour d'expérience parce qu'en fait, je vous parlais d'il y a 2 ans, c'est pas pour rien. En fait, d'où on est parti sur le sujet de la gestion d'incidents chez Payfit. Début 2021, le mot incident n'existait pas. Alors, on avait évidemment des incidents, comme tout le monde, mais on n'en parlait pas. C'était pas forcément pris avec en tout cas, c'est cette mesure-là. Le plus proche qu'on en avait, c'était un board Jira planqué dans un coin, qui s'appelait DT, pour Debug Tech. Et quand quelqu'un avait un problème, que ce soit un développeur qui rencontrait un problème ou quelqu'un du support client qui avait un utilisateur qui le remontait, il y a un ticket qui finissait par être créé dans ce board, et avec un peu de chance, ça finissait par tomber sur l'équipe la plus pertinente pour traiter le problème et le résoudre, au bout d'un moment. Et du coup, pendant les incidents les plus sérieux, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la page de maintenance. Vous savez, là, une page avec une grue qui dit « Ah, on améliore l'application ». Quand ça arrive en plein milieu d'une période de paye, on se doute bien qu'en vrai, c'est quelque chose de plus sérieux, que ce n'est pas une maintenance. Et je vous propose que pendant ce talk, on prenne une sorte de petit incident fil rouge. Il va nous lâcher au milieu du talk à peu près. Mais alerte, en fait, il y a l'équipe organisatrice de BDX.io qui a une cuvée secrète Château BDX.io. Donc voici une bouteille. Je ne blague pas, même si l'image à droite n'est pas contractuelle, il y a bien écrit Château BDX.io sur cette bouteille. Et en fait, le problème, c'est qu'elle était ouverte en avance, très en avance. Et en fait, il y a des tests qui n'avaient pas été faits, elle est toxique. Donc en fait, là, il y a des bouteilles en dehors qui sont ouvertes sur les tables. Alors déjà, ça peut donner envie à certains de quitter la salle. C'est gentil, personne ne part pour l'instant, merci. Pour aller boire un verre, mais en plus, du coup, ça peut être problématique pour eux. Bref, vraiment pas génial. Vous allez voir, on va y revenir.
Et petit spoiler avant d'entrer dans le vif du sujet, enfin, je vais vous parler pendant tout le talk à certains endroits d'un outil qui s'appelle Incident.io, qui est très cool, mais c'est pas l'objet de ce talk. Donc je vais vous en parler certes plusieurs fois, mais vous verrez plus tard pour de vrai ce que c'est à la fin. On fera même une petite démo s'il y a le temps. Donc, commençons par la notion d'incident. Par une petite définition, un incident, c'est n'importe quoi qui vous éloigne de votre travail planifié avec un certain degré d'urgence. Cette définition-là, je la prends de la doc d'Incident.io dont je vous parlais juste avant, justement, qui est assez généraliste, mais pas pour le moins fausse. Les keywords ici, c'est travail planifié et degré d'urgence. Globalement, vous aviez des super plans pour votre journée. On est mercredi, 11 h, vous avez prévu de bosser sur une feature qui, techniquement, est super intéressante à développer. En plus de ça, c'est un impact pour l'utilisateur qui est super visible et tout, trop bien. Et pas de bol, vous allez plutôt devoir faire autre chose parce qu'il y a quelque chose qui est complètement parti en vrille. Globalement, un incident, c'est ça. Et le débat qui arrive assez rapidement, c'est quand est-ce que c'est un incident et quand est-ce que c'est juste un bug? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Alors il y a un lien, si ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un incident peut évidemment être causé par un bug. Exemple, vous avez release un bout de code qui, pas de bol, au moment de la vérification du login, ça remplace le login de tout le monde par capitaine ad hoc. Bon, du coup, plus personne ne peut se loguer. Du coup, c'est très probablement un incident. Et donc, vous allez vouloir vous pencher dessus, etc. Mais donc, on est bien sur un bug qui cause un incident. Mais du coup, est-ce qu'un incident est forcément causé par un bug? Pas forcément. Ça peut arriver que, je sais pas moi, votre fournisseur de cloud favori a un de ses services qui est down et pas de bol, du coup, ça impacte assez largement votre application. C'est pas ce qu'on appelle communément un bug. On pourrait arguer que c'est un problème de design et donc une certaine forme de bug, mais vous ne pouvez pas forcément grand chose. Et pour autant, c'est un incident. Donc un incident peut être causé par un bug, mais n'est pas forcément causé par un bug. Et dans l'autre sens, est-ce qu'un bug cause forcément un incident? Pas toujours. Dans certains cas, oui. CF l'exemple d'avant avec le capitaine ad hoc. Mais dans certains cas, non. Si votre bug, c'est pas de bol, le bouton n'est pas dans la bonne nuance de bleu, vous n'allez probablement pas dérailler votre journée pour ça. Donc il y a bien un lien entre les deux, mais pas toujours. Et la deuxième notion avec laquelle c'est des fois mis en parallèle, c'est la notion de maintenance planifiée. Parce que des fois, ça peut arriver que vous avez un gros changement à faire et vous devez aller, c'est plus simple en tout cas, de mettre temporairement indisponible une partie de votre app pour faire ce changement. Et ça a un impact pour les utilisateurs à la fin, etc. Enfin, ça a le même impact potentiellement visuellement qu'un incident pour vos clients, mais c'est très différent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais justement sur la définition d'incident, c'est tout ce qui vient un petit peu enrayer le travail planifié. Là, on est clairement sur une maintenance planifiée. Donc, c'est pour le coup pas du tout la même chose. Et du coup, comment savoir si quelque chose est un incident ou pas? Et déjà, quand est-ce que vous avez un incident? Est-ce que quelque chose peut être appelé incident? Globalement, l'heuristique que je vous invite à avoir, c'est juste de faire confiance aux gens et à leur instinct et leur feeling. C'est ce qu'on fait pour le coup chez Payfit là-dessus. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on se dit, c'est que si quelqu'un pense qu'il y a un incident, c'est que c'est probablement le cas. C'est pas forcément une chance exacte à 100%, mais si c'est 98%, c'est largement OK. Donc à partir du moment où quelqu'un dit il y a peut-être un incident et quelqu'un d'autre dit ouais, je pense aussi, vas-y, ça part en déclaration d'incident, avec tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je vous propose qu'on teste un petit peu, je ne sais pas à quel point je vais vous voir là dans le noir, mais voyons voir un petit peu si notre château BDX.io ouvert et toxique sur les tables là-bas dehors sur les sorties de secours est un vrai incident ou pas. Selon vous, est-ce que c'est un incident? J'ai entendu 2-3 oui, ok, il y en a qui lèvent la main, je vais prendre ces levages de main comme un oui. Oui, bien sûr, si vous m'aviez tous répondu non, ça aurait été un petit peu la galère pour la suite, je ne vous cache pas. Mais du coup, dès lors qu'on parle d'incident, tous les incidents ne se valent pas en fait. On parle souvent de sévérité ou de criticité, avec des échelles diverses et variées. Là, encore une fois, alors pareil, j'ai pris ça de la doc d'Incident.io, même si ce n'est pas traduit littéralement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous passez plus de temps à débattre de la sévérité de l'incident, est-ce que c'est critique ou est-ce que c'est très critique? Globalement, si vous passez du temps là-dessus plutôt que résoudre l'incident, voilà, ça ne va pas. Ce n'est pas, le truc vraiment intéressant dans du troubleshooting d'incident. Là-dessus, vous pourriez avoir envie, pour définir cette sévérité, cette criticité, d'avoir des choses un peu factuelles pour définir ça. Je vous invite à, malgré tout, essayer de retenir un petit peu cette envie d'avoir des matrices de l'enfer pour déterminer ça. Parce que déjà, sur quoi vous allez vous baser? Sur quelle métrique vous allez vous baser? Vous pourriez avoir envie de vous baser sur la durée de l'incident, sur la durée de l'impact. Ouais, mais du coup, vous ne le connaissez pas avant que l'incident soit terminé. Perdu. Au début, vous ne pouvez pas définir la sévérité de l'incident en fonction de ça. Vous pourriez vouloir avoir la part d'utilisateurs impactés. Si vous l'avez, très bien. Souvent, ce n'est pas forcément aussi évident que ça à avoir. Au monde des bisounours non plus, idéalement vous l'avez, mais ce n'est pas tout le temps. Ça pourrait aussi être en fonction des features qui sont impactées. Typiquement, un incident, un problème, quelque chose qui se passe mal sur votre page de login,
ça a vachement plus de chances d'être un incident avec une haute sévérité que, je ne sais pas moi, votre FAQ dans l'application perdu quelque part. Et le dernier point que vous pouvez avoir envie de considérer, c'est le moment du jour, de la semaine, du mois. Je prends notre exemple typiquement chez Payfit, logiciel de paye, bon, ben, les boîtes payent leurs employés en général à la fin du mois. Le même incident, enfin, c'est-à-dire le même comportement, le même problème, en fonction qu'il arrive en plein milieu du mois, un dimanche à 3 h du matin, ou qu'il arrive un mardi, la dernière semaine du mois, quand les boîtes sont en train d'essayer de payer leurs employés, bah, c'est probablement pas la même sévérité. Mais en fait, si vous essayez de mettre tout ça un petit peu bout à bout, vous arrivez très vite à des matrices de l'enfer où globalement, il faut 2 semaines de formation pour juste déterminer la sévérité d'un incident. Vous voulez pas ça. Probablement, en tout cas. Donc, bah nous, chez Payfit, qu'est-ce qu'on fait? On a en fait 4 sévérités d'incidents, SEV 1, 2, 3, et vous aurez deviné le suivant, 4, du plus grave au moins grave. Sévérité 1, c'est globalement branle-bas de combat, la boîte est limite en péril. Globalement, tout le monde est susceptible de laisser tomber ce qu'ils sont en train de faire pour venir troubleshoot et résoudre l'incident s'il y a besoin. CF2, c'est critique, c'est important, ça impacte beaucoup de nos clients. La plupart des gens vont vouloir potentiellement laisser tomber ce qu'ils font pour venir résoudre l'incident. CF3, bon, c'est souvent plus localisé un petit peu, c'est gérable, entre guillemets, ça n'a pas un impact super méga large. Et CF4, on est presque plus sur de l'anecdotique, c'est presque plus pour avoir le flow de l'incident, pour l'avoir dans les métriques, pour avoir tout le processus, un petit peu d'amélioration continue derrière, etc., que pour vraiment avoir l'incident. Et vous aurez remarqué que je ne vous ai pas vous montré de définition précise pour ces 4 sévérités. Il y en a probablement une, quelque part, planquée dans un coin, dans une page Notion, je ne sais pas où, que j'ai probablement écrit d'ailleurs et que j'ai oublié d'ailleurs. Mais pour autant, on arrive à être globalement quand même pas mal aligné là-dessus. En fait, au fur et à mesure, culturellement, ça se met en place, les nouvelles personnes qui arrivent et voient un petit peu c'est quoi la tendance. Donc voilà, donc globalement, c'est un peu au jugé. Sachant qu'on favorise quand même à la hausse, c'est-à-dire que si quelqu'un pense qu'un incident est d'une sévérité plus élevée que ce qu'il est actuellement défini, on va avoir tendance à assez facilement considérer que ok, c'est peut-être plus grave que ce qu'on avait imaginé. VS l'inverse, on hésite beaucoup plus à les revoir à la baisse. Ça n'empêche dans tous les cas pas, à la fin de l'incident, une fois résolu, etc., de se reposer la question, avec tout ce qu'on a comme information, de c'était quoi la sévérité, etc., pour avoir des stats derrière qui ont du sens. Du coup, je vous propose qu'on fasse l'essai. Nous avons donc des bouteilles de Château BDX.io ouvertes avec des super jolis verres là derrière. Il y a pas seulement des gens qui en ont eu marre de leur talk, j'espère pas, ou qui ont juste eu envie d'aller aux toilettes et qui sont sortis de la salle et paf, ils tombent devant la bouteille et qui vont en boire alors qu'elle est toxique. À votre avis, à quel point c'est grave? Est-ce qu'on est sur de la sévérité? Qui pense que c'est de la sévérité 1? Le truc le plus grave. Ok, effectivement, et la santé des gens, je peux comprendre. Après, ça dépend de ceux qui boivent du vin ou pas, etc., j'imagine. Qui pense que c'est de la sévérité 2? 3? 4. Ok. On semble être sur la sévérité 1, effectivement. Le côté toxique, je comprends que ça fasse flipper, moi aussi. Donc on va dire que notre incident pour Château BDX.io est de la sévérité 1, et vous voyez, il y a un peu plus de 1 que de 2, on a hésité, par défaut, on préfère prendre le plus sévère. Dans tous les cas, le meilleur incident, c'est celui que vous n'avez pas. Donc faites tout ce qui est possible pour prévenir les incidents et empêcher qu'ils arrivent en fait, jusqu'à impacter vos clients. Alors, il y a plein de moyens de faire ça. On pourrait faire un talk entier là-dessus. Vous pouvez faire des tests de surf, vous pouvez faire du chaos engineering, évidemment, je vous passe tout le côté test, pour aller faire des canary release pour limiter l'impact si quelque chose se passe mal. Pour autant, le risque sera jamais à 0%, dans tous les cas. Même les plus grosses boîtes qui font les trucs les mieux niveau tech, ça arrive quand même qu'il y ait des incidents. Donc le risque sera jamais à 0%, et du coup, tant qu'à faire, autant s'organiser et prévoir un petit peu et être prêt à les gérer convenablement. Et du coup, pour les gérer, on va passer sur le premier pan, qui est le côté humain et organisationnel. Il y a quelque chose qui est assez, qu'on a trouvé en tout cas chez Payfit, qui marchait bien et qui paraît dans la littérature assez présente, c'est un petit peu le rôle d'incident commander. Alors ça a plusieurs noms, mais peu importe. Le concept, c'est d'avoir quelqu'un dont le rôle va être pas forcément d'aller justement creuser ce qui se passe, d'aller troubleshoot l'incident en lui-même, techniquement. Ça va plutôt être d'être là un petit peu en tant que chef d'orchestre. Déjà pour orchestrer un peu l'investigation, pour aller pinguer les teams qu'il faudrait impliquer dans la résolution, parce que ah tiens en fait, on voit quelque chose passe mal par là-bas, machin il connaît bien, ça serait bien qu'il nous rejoigne dans le call pour aller comprendre ce qui se passe. Une personne qui va décider à un moment par exemple de dire bon ok là on a 2 pistes sérieuses, on va se splitter en 2 groupes pour investiguer chacun de notre côté. C'est en général une personne qui va s'occuper beaucoup de communiquer, on reviendra plus tard dessus, mais voilà, qui a ce rôle-là un petit peu de justement penser au côté communication et qui n'a pas à sortir la tête de son terminal toutes les 2 secondes pour penser à écrire un message, pour aller informer le support. Et dernièrement, le rôle de l'incident commander, c'est aussi de remettre un petit peu l'impact de l'incident au centre du débat. Parce que je ne sais pas vous, mais moi en tant qu'ingé, il y a des fois, je creuse un truc, j'ai envie d'aller au bout.
Vous êtes là, vous dites non mais j'y suis presque, je suis sûr là-bas, il faut juste que j'aille voir tel log là-bas, où je suis sûr que je vais trouver, et c'est par là-bas. Et puis en fait c'est pas là, et c'est juste après, on se dit non mais encore un peu. Bah, le rôle de Incident Commander, c'est des fois justement de prendre un peu de recul et dire ok, temps mort 5 secondes, ça fait 10 minutes qu'on investit, que ça donne rien, est-ce qu'on n'a pas un moyen de mitiger les choses? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui soit un peu sale temporairement pour limiter l'impact pour les utilisateurs? Et cet Incident Commander, chez Payfit, globalement, souvent, c'est un peu celui qui déclare l'incident. Alors, pas tout le temps, il faut que ce soit possible de déclarer un incident, même si, si on le constate, même si on ne sait pas forcément comment le gérer derrière. Et souvent, ça finit par échoir sur l'engineering manager ou un tech lead, ou peu importe, l'équipe qui est la plus proche du problème. Pas forcément de vérité absolue, tant que quelqu'un s'en occupe, voilà. C'est quelque chose sur lequel on pourrait probablement faire mieux d'ailleurs. Hein. Typiquement, si on avait des incident commanders un peu plus réguliers, ça permettrait de faire des choses comme des katas par exemple, un peu comme on ferait sur du code, pour aller s'entraîner sur la résolution d'incidents, pour être un peu plus efficace sur les fois suivantes. On peut encore faire mieux, mais jusque-là, ça marche en tout cas pas mal. Et du coup, on va faire un petit test. Qui est-ce qui a envie d'être incident commander sur notre incident? Pour aller, je sais pas, discuter avec le staff, aller trouver les bouchons en liège pour reboucher, aller mettre des panneaux, passer des annonces au micro du palais des congrès pour dire « Attention, ne buvez pas le vin, etc. » N'hésitez pas à lever la main, ça ne vous impliquerait pas plus qu'il faut juste votre prénom, c'est tout. Eh bien, quelqu'un qui va lever la main, non? Voilà. Tu t'appelles comment? Manuel? Enchanté Manuel et félicitations parce que du coup tu as gagné cette bouteille si tu veux. Donc on a Manuel qui sera notre Incident Commander pour cet incident. Et je te rassure Manuel, ça ne demandera rien d'autre. Mais du coup Manuel, s'il voulait communiquer sur un incident, qu'est-ce qu'il aurait gardé en tête? Déjà, adapter le niveau de technicité en fonction des interlocuteurs et des canaux. Vous n'allez pas avoir envie d'avoir les mêmes explications, le même discours. Si vous partagez de l'information à votre support client pour qu'il sache comment répondre aux clients, ou c'est plutôt sur ça sera quoi l'impact, quand est-ce que ça peut être résolu, etc., ou à vos stakeholders, ou alors si vous postez un message dans le channel Slack avec tous les gens en train de troubleshoot pour résumer les root causes que vous avez exclues, celles que vous avez déjà creusées, les prochaines à investiguer, etc. Ce n'est pas le même niveau de discours, adaptez-le. Et donner la visibilité sur les prochaines étapes, sur la suite, quelque chose qui est souvent nécessaire, enfin en tout cas intéressant, c'est de savoir, ok, quand est-ce qu'on pense que l'incident un petit peu sera résolu, sera mitigé, etc. Vous n'avez pas forcément toujours la réponse, mais essayez de l'avoir, donner des estimations, quitte à les revoir ensuite, c'est souvent très utile. Dans tous les cas, soyez réaliste et transparent. Par là, j'entends, ne cherchez pas à minimiser. C'est OK de dire, en fait, c'est super grave, toute l'application est down, on a potentiellement perdu des données, et en plus, on ne sait pas encore c'est quoi la root cause. C'est la galère, mais on creuse, et on va faire au mieux, on va trouver. C'est OK. Faut pouvoir se le dire. Si vous ne pouvez pas, globalement, ça cause plus de problèmes qu'il y en a au début. A l'inverse, ne dramatisez pas non plus. Si, vous ne pouvez pas le crier au loup, etc., mais si vous dites « Ah, c'est super grave, etc., c'est inadmissible pour nos clients », alors qu'en fait, c'est juste une feature paumée au fin fond de votre application, bon, c'est pas génial non plus. Donc, soyez réaliste, transparent et surtout factuel. Et dans tous les cas, faites preuve d'empathie dans vos communications, parce que les incidents, c'est mine de rien des situations qui vont avoir un impact assez fort potentiellement sur certaines personnes. Déjà, sur vos clients, dans notre cas, concrètement, un gros incident, en fin de mois, ça veut dire qu'on a des entreprises qui voudraient payer leurs employés et qui ne peuvent pas. C'est stressant pour eux, c'est pas une situation dans laquelle on a envie d'être. Ils ont potentiellement la pression en plus de leurs collègues qui leur disent en fait moi j'aimerais bien avoir ma paye à la fin de la journée. Donc voilà, on peut comprendre que des fois, les gens sont un peu stressés ou les esprits s'échauffent un peu. Et du coup, pareil, l'empathie pour le support client, c'est déjà pas un boulot évident. En plus, dans des situations d'incident, vous avez potentiellement du coup ces personnes du support client qui ont à gérer des clients un peu stressés en face. Et enfin, un peu d'empathie aussi pour vos collègues, parce que potentiellement votre investigation, au bout d'un moment, vous allez trouver qu'en fait c'est telle équipe qui a un peu release quelque chose beaucoup trop vite, et que ça peut un peu les stresser, il peut avoir un peu tendance à se dire oula mince, est-ce que c'est moi qui ai tout cassé, etc. Enfin voilà, ayez un peu d'empathie dans vos communications. Et répétez les choses. Vous aurez forcément des gens qui viendront vous demander ce que vous avez expliqué dans une update de l'incident 5 minutes avant. Mais encore une fois, dans ce genre de situation, c'est assez normal, donc n'hésitez pas à répéter. Mais dans tous les cas, restez zen. Ça aide beaucoup, pas la peine de rajouter du stress dans des situations qui ont déjà un caractère d'urgence. On est assez content là-dessus chez Payfit. Globalement, ça se passe toujours bien. On a même eu des gens, une fois, en sortant d'une investigation d'incident, qui ont dit « Ah, c'était intéressant comme troubleshooting, j'ai hâte du prochain incident. » D'un côté, c'est plutôt cool d'entendre ça, de l'autre, on espère quand même que le prochain ne sera pas bientôt.
Pour ce qui est communication, chez Payfit, on se base énormément sur Slack, on a tout sur Slack, et on a un channel dédié pour chaque incident, qui concentre surtout en fait les investigations techniques. Globalement, c'est là où on va aller mettre, je sais pas, les liens vers les dashboards Datadog, où on va aller mettre des snippets de code, où on va aller mettre, on va aller par exemple loguer à quel moment on a fait une opération, ça facilite le post-mortem derrière, ce genre de choses. Et on a un channel Slack commun qui s'appelle juste Incidents, dans lequel il y a un message par incident et dans lequel il y a en thread les updates un petit peu de temps en temps, avec pour le coup un beaucoup plus haut niveau en termes de détails. Typiquement, c'est ce que le support client de Payfit ou les stakeholders vont aller suivre, c'est un peu les news officielles des incidents. Et en plus de ça, on a une war room qui est juste un nom pompeux et effrayant pour dire un call Gmit, dans lequel on se retrouve tous pour aller investiguer en même temps. Ça reste beaucoup plus facile qu'à l'écrit. Et n'importe qui peut d'ailleurs rejoindre pour poser une question, et ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent juste pour demander des choses qui ont été expliquées dans une update pas longtemps avant, mais voilà. Cette communication, c'est surtout la journée que vous allez la faire, mais par contre, du coup, la nuit, vous avez besoin d'autre chose, probablement. C'est une rotation d'astreinte. Alors, ça dépend pas mal de votre secteur d'activité, etc. Mais souvent, la nuit, si quelque chose se passe, vous avez quand même envie que quelqu'un se réveille pour aller corriger ça. Encore une fois, je disais, ça dépend beaucoup de votre taille. Typiquement, si vous êtes une entreprise qui est aux 4 coins du globe, même si un globe n'a pas de coin, vous allez probablement avoir quelqu'un dans chaque time zone à un moment qui va être disponible sur ses heures de travail. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'organiser d'astreinte la nuit. Peut-être le week-end, mais bon. Et du coup, il faut que quelqu'un puisse se réveiller. Et quelqu'un reste disponible, c'est-à-dire qu'il n'ira pas au bar boire 5 pintes ou qu'il n'ira pas sur son dimanche randonner au fin fond des montagnes sans aucune connectivité réseau. Donc ça se compense. Là-dessus, chez Payfit, une nuit, globalement, c'est compensé 80 €, un samedi 150 et un dimanche au jour férié 200. Ça, c'est pour rester disponible. Évidemment, si l'astreinte se déclenche, si vous êtes réveillé, que vous devez sortir votre laptop et passer du temps à investiguer et à corriger, il y a des compensations supplémentaires qui viennent. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'avoir quelqu'un d'astreinte toute l'année, si vous mettez tout ça bout à bout avec les jours de l'année, etc., vous arrivez à peu près à un coût de 40 000 € pour votre boîte. C'est quand même pas négligeable. Et une rotation d'astreinte, ça s'organise. Et vous avez plusieurs moyens de l'organiser. La première, c'est la plus simple peut-être, c'est d'avoir une équipe un peu centrale. Une équipe de personnes qui tournent et qui sont d'astreinte, mais ça veut dire que ces personnes, elles doivent avoir une connaissance super large de votre stack. Elles doivent être à même d'aller comprendre, d'aller corriger, d'aller mitiger à peu près n'importe quoi sur votre app. Parce que potentiellement, ils vont se faire réveiller à 3 h du matin, les yeux pas en face des trous, et devoir corriger un truc sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément encore en détail. Dans ce genre d'équipe, envisagez d'avoir des binômes d'astreinte, 2 personnes avec des profils un peu complémentaires. Je ne vais pas détailler là-dessus. Si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous avez un très bon talk de Damien Paco de TIDS, à DevOpsRex 2018 là-dessus, qui s'appelait Mise à l'échelle d'une équipe d'astreinte dans un contexte de forte croissance. Voilà. Et dans tous les cas, si vous faites ça, attention au dimensionnement de l'équipe, dans les deux sens. Encore une fois, ça dépend beaucoup de votre boîte. C'est sûr que si vous êtes une start-up de 3 personnes, vous êtes tous les 3 d'astreinte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Mais quand vous commencez à avoir une taille où vous pouvez commencer à réfléchir à ce genre de choses, faites attention à ne pas avoir trop peu de monde. Si vous avez que 2 ou 3 personnes d'astreinte, ça devient vite très pesant sur la vie personnelle. Devoir rester disponible un week-end sur 2, mine de rien, c'est contraignant. Et en plus de ça, vous n'avez pas trop la possibilité d'échanger. Par exemple, si vous n'êtes que 2, vous deviez être d'astreinte ce dimanche et que finalement vous ne pouvez pas parce que vous avez aquaponé, vous allez demander à l'autre personne d'astreinte, est-ce qu'on peut échanger machin. Si cette personne a aussi aquaponé, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau à avoir l'un des deux qui doit annuler ses plans. Dans l'autre sens, ça s'applique aussi. Avoir trop de monde, c'est un peu contre-intuitif dans la rotation d'astreinte. Ça peut aussi causer certains problèmes. On pourrait dire, c'est super, si on est plein, on n'est pas trop souvent d'astreinte. Ouais, mais d'un autre côté, si vous êtes 20, ça veut dire que vous êtes d'astreinte une fois toutes les 20 semaines, vous n'avez pas l'occasion de pratiquer. À tous les coups, le jour où vous serez d'astreinte, c'est le jour où vous vous rendrez compte que, oups, il vous manque des accès pour corriger le problème. Et outre ça, ça donne aussi certains effets qui sont pas forcément super simples, mais qui existent néanmoins. Par exemple, dans l'astreinte, vous avez rapidement les gens qui vont considérer que ça fait partie de leur rémunération actuelle, qui vont potentiellement baser un peu leur rythme de vie ou certaines choses dessus. Et du coup, à la fin, qui vont dire, ouais, mais en fait, on est trop là, moi j'aimerais bien qu'on soit moins, comme ça je serais plus payé. Ça existe, il faut en avoir conscience. La deuxième approche, pour l'astreinte, c'est d'avoir chaque équipe produit d'astreinte sur son scope. Alors du coup, attention au coût, je vous disais, 40 000 € pour avoir quelqu'un d'astreinte. Donc si vous décidez de faire ça et que vous avez 10 équipes produits, globalement, ça vous coûte 400 000 balles par an. Et dans tous les cas, ça va de pair avec la responsabilisation des équipes. Responsabilisation dans les deux sens un petit peu, c'est-à-dire que l'équipe est responsable de corriger le truc, mais si ça marche pas, est aussi un peu responsable du truc. Moi, ce que j'ai vu mieux là-dessus, c'est, alors ça fait quelques années maintenant, c'était à Photobox. J'avais rejoint en tant que bon vieux ops une équipe de dev qui était on-call sur son scope. J'ai jamais vu un monitoring aussi pertinent de ma vie.
Pas forcément. Quand vous faites réveiller à 3 heures du matin pour résoudre le problème, vous avez tout intérêt à ne pas avoir de faux positifs. Et quand il y a quelque chose qui sonne, à le corriger pour pas que ça sonne le lendemain. Sinon, vous êtes réveillé tous les jours à 3 heures du matin, vous en avez vite marre. Et inversement, vous avez tout intérêt à avoir du monitoring pertinent, parce que si ça ne sonne pas, que vous n'êtes pas réveillé et que ce n'est pas corrigé, c'est votre équipe qui est responsable du fait que son service ne tourne pas. C'est probablement la meilleure option tout ça, mais il faut pouvoir vous le permettre financièrement. Nous, chez Payfit, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on a une équipe qui est centralisée, qui fluctue autour d'à peu près 6 personnes. Et ces personnes, c'est exclusivement des SRE. Un jour, peut-être qu'on aura les équipes produits d'astreinte. Probablement pas toutes. Ça commencera probablement par les équipes, les features les plus critiques de l'application, ou alors les choses techniquement les plus complexes, qui fait que quelqu'un d'une équipe centralisée aurait peut-être moins de chances de résoudre. On pourrait faire un talk dédié à l'astreinte. Je vous propose je ne fais pas un talk dédié sur l'astreinte, donc allez voir le talk de Damien Paco. Et puis si vous voulez en parler, on peut en parler après le talk. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du côté humain et organisationnel, on va pouvoir parler un petit peu des outils et des pratiques tech. Vous noterez au passage que notre château BDX.io nous a lâché en cours de route. On va prendre ça sur le cycle de vie un petit peu d'un incident. C'est-à-dire de la détection, en passant par l'alerte, la partie communication et troubleshooting, la résolution et l'amélioration. On va commencer par le côté alerte. Alors, globalement, vous avez probablement envie d'alerter sur des métriques, et idéalement sur des métriques métiers. C'est-à-dire, par exemple, nombre de logins, je ne sais pas moi, sur les 5 dernières minutes, ou dans le cas de Payfit, le nombre de, je sais pas, fiches de paye visualisées pendant les 5 dernières minutes, ou si vous faites du retail en ligne, le nombre de commandes passées, ce genre de choses. Après, vous n'avez pas forcément toujours ça. Potentiellement, vous pouvez vous rabattre sur des métriques techniques, autour de, par exemple, les rates d'erreur de vos API, ce genre de choses, mais idéalement, si c'est son métier, c'est mieux. Ça permet d'ailleurs tout de suite d'avoir un peu plus conscience de l'impact client derrière. Si vous avez des niveaux de service que vous garantissez contractuellement, ou sur lesquels vous avez des objectifs en interne, des SLA ou des SLO, c'est des excellents candidats pour avoir des alertes. Si vous garantissez contractuellement à vos clients que vous êtes dispo 99,9% du temps, et que vous avez quelque chose qui est down et qui impacte ça, vous avez probablement envie de sonner la cloche et d'aller résoudre le problème, avant que ça devienne un problème légal. Après, bon, si vous n'avez pas de métrique, etc., ça peut même être sur des logs de certaines choses. Enfin, faites avec ce que vous avez globalement, mais essayez d'alerter pour être au courant de vos incidents automatiquement, plutôt que ça soit vos utilisateurs qui vous le remontent. Vous avez beaucoup d'outils pour faire ça, vraiment, il y en a des tonnes. Côté open source, vous allez avoir tout ce qui sera Prometheus Alert Manager, qui fait quand même pas mal consensus. Sinon, vous avez Datadog, selon la taille de votre compte en banque, mais c'est très bien. Vous avez Honeycomb aussi, qui propose des choses sympas, et vous avez plein d'autres alternatives, mais globalement, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous avez tellement d'alternatives que vous trouverez bien quelque chose qui vous correspond. Et ensuite, une fois que vous avez détecté qu'il y a quelque chose qui se passe mal, vous allez vouloir l'escalader pour que quelqu'un y réponde. Alors, la journée, souvent, c'est sur votre outil de chat favori, par exemple sur Slack, voilà, vous alertez dans un channel, vous vous assurez de pinguer bien les gens qui vont bien automatiquement dans votre alerte, et ça se fait. Maintenant, pour la nuit, on parle des astreintes, vous avez souvent des outils spécialisés pour ça. Globalement, PagerDuty, ça reste un peu la référence, pour être capable d'appeler quelqu'un, de bypass le mode silencieux de son téléphone, etc., parce que c'est la nuit, et que s'il ne décroche pas, d'aller fallback sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça reste un peu la référence. Après, il y a OpsGenie qui font des choses sympas aussi. Et sinon, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, il y a Incident.io qui depuis peu fournissent des features autour de ça aussi, sur lesquelles on va peut-être transitionner d'ailleurs. Maintenant, pour le côté communication, c'est pareil. Il faut un petit peu potentiellement s'outiller. Alors, comment on s'y prend pour communiquer publiquement, mais pas que. Déjà, la status page, c'est un peu la base. Voilà. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que vos clients puissent, que vos utilisateurs, en tout cas, puissent eux-mêmes être au courant qu'il y a un problème. Ça vous évite des questions à votre support, ça vous évite potentiellement un peu de frustration, et surtout, puisse aussi suivre la résolution. Souvent, il y a un petit bouton subscribe pour être au courant automatiquement quand l'incident est résolu. Typiquement, vous voulez utiliser quelque chose, ça ne marche pas de bol, vous allez être au courant de quand est-ce que ça revient pour recommencer à utiliser. C'est toute l'idée des status pages. Vous voulez potentiellement même en avoir deux. Une publique, une interne, avec des niveaux de détails différents un petit peu sur les incidents, ou même avec des choses différentes. Par exemple, le back-office de votre application, s'il est down, vos clients, potentiellement, ils s'en fichent un peu. Bon, alors ça va indirectement les impacter parce que votre support va peut-être pas être à même de résoudre certains trucs, mais l'impact n'est pas le même, il n'est pas visible publiquement. Donc, potentiellement, c'est le genre de choses que vous voulez sur une status page interne et pas publique.
Le plus gros challenge, dans tous les cas, ça reste de la garder à jour. Globalement, soit vous le faites manuellement, soit un peu automatiquement. Alors manuellement, l'avantage c'est que du coup c'est assez pertinent. C'est sûr que si vous mettez à jour votre status page avec vraiment des détails sur exactement ce qui se passe par rapport à cet incident, etc., c'est souvent pas mal, mais il y a un certain nombre de trade-offs. Hein. Déjà, qui dit manuellement dit on risque d'oublier. Et c'est pas qu'un risque, hein, vous oublierez à un moment. Et outre ça, il peut rapidement y avoir des complications. Je pense par exemple aux histoires de langue. Je sais que nous, par exemple, chez Payfit, on est disponible en Grande-Bretagne, en France et en Espagne. Du coup, ça veut dire que tout de suite, si vous mettez ça à jour manuellement, que vous allez vous-même écrire le message, il faut le traduire dans 2 autres langues. En plus, les incidents, je vous le disais, hein, c'est des choses un petit peu sensibles, potentiellement avec une toute petite dimension légale, vous avez envie d'être vraiment sûr de votre formulation, c'est peut-être pas le genre de choses que vous avez envie de filer à votre outil de traduction favori. Voilà, donc ça se fait manuellement, hein, mais c'est pas forcément le mieux. Vous pouvez par contre essayer de la garder à jour automatiquement. Alors ça implique par contre d'avoir une sorte de référentiel un peu d'incidents, d'avoir un outil qui vous gère le cycle audit de vos incidents. Vous allez les déclarer, dans quel état ils sont et qui automatiquement va les mettre à jour votre status page. Typiquement, c'est le genre de choses que qu'Incident.io peut faire, on en reparle juste après. Et dans tous les cas, sur la communication publique, la grande question, à laquelle il n'y a pas forcément de réponse absolue, je pense, c'est à partir de quand vous communiquez publiquement. Ça dépend beaucoup de votre taille et de votre secteur d'activité. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'AWS, leur communication sur leur status page, c'est quand ils ont ce qu'ils appellent des large scale events, c'est-à-dire quand il y a un incident qui impacte plus de 50% de leurs clients dans une zone donnée. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez, vous, être utilisateur, avoir un truc complètement pété, ça impacte peut-être d'autres boîtes, 10% de leurs utilisateurs, mais sur la status page, ça sera vert quand même, parce qu'ils ont fait le choix de dire, en fait, on ne le met pas. Il n'y a pas forcément de réponse parfaite là-dessus. Nous, ce qu'on fait chez Payfit, c'est globalement que c'est un peu au feeling des incident commanders, pour l'instant, vu que c'est manuel. Quand c'est quelque chose qui semble important, je ne vous cache pas qu'il y a des oublis, du coup, mais pour les incidents les plus critiques, c'est communiquer publiquement sur la status page, au moins. On pourrait quand même, par contre, faire vraiment mieux. D'un point de vue outillage, en fait, on se base avant sur Atlassian Status Page. Actuellement, on se base sur Statuspal. Et on est en train d'envisager de transitionner vers Incident.io, justement, pour avoir une Status Page automatiquement à jour. Mais globalement, ça ressemble à ça, tout ce qu'il y a de plus basique. Désolé, c'est pas forcément méga lisible, je crois que la résolution n'est pas géniale. Status.payfit.com, un exemple d'incident, le service est dégradé, qu'est-ce que ça impacte, les différentes updates, bref, vous connaissez probablement déjà. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de communiquer via les canaux plus classiques, les emails, les réseaux sociaux de votre boîte, ce genre de choses. Mais bon courage, parce que souvent, quand vous commencez à vouloir faire ça, vous allez avoir les départements légaux ou de marketing, d'image, etc. de votre boîte qui vont être un petit peu tatillons. En même temps, c'est compréhensible. Avant d'envoyer un mail à tous vos clients pour leur dire « on est cassé », vous voulez probablement y réfléchir à 2 fois. Donc voilà, il y a un niveau à trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des alternatives un peu plus douces. Par exemple, le fait d'avoir des communications qui soient intégrées dans votre application, sous la forme, par exemple, de bannières. En haut de la page, qui a une feature qui est impactée par l'incident, qui dit « Ah, on est au courant, ce truc-là sur la page, il s'affiche mal, on est au courant, on le résout. » Ou d'avoir des petites notifications. Il y a plein d'applications maintenant où, vous savez, on a une petite bulle de chat en bas à droite que personne n'a demandé ni n'utilise. Tant qu'à faire, rendez-la utile, faites pop un petit message pour dire « Ah, on est désolé, il y a un incident en cours, vous êtes en train d'utiliser l'application, vous êtes potentiellement impacté. » Bref, intégrez ça dans l'application. C'est moins touchy. Pour communiquer en interne, là pour le coup, peu importe les canaux, en fait, avec ce que vous avez sous la main, c'est moins compliqué. Et outre le côté communiquer, parce que c'est bien beau de communiquer sur l'incident, mais à un moment, il faut bien le résoudre. Alors, pour le résoudre, le truc, c'est que ça dépend quand même énormément de votre stack technique. Et c'est pareil, on pourrait probablement faire un talk entier dédié à ça. Un jour, j'adorerais faire un talk de 3 heures sur la gestion d'incidents. Je vous promets, ça serait trop cool. Mais donc, à défaut de vous donner des détails sur comment troubleshooter, quel outil, etc., parce que ça dépend complètement de votre stack, il y a une chose à garder à l'esprit quand vous résolvez un incident, c'est de stabiliser. C'est-à-dire d'aller limiter l'impact pour vos utilisateurs. J'en parlais plus tôt, c'est très tentant d'aller vouloir comprendre c'est quoi la route cause et vraiment fixer le problème. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'expérience de vos utilisateurs. C'est qu'ils aient potentiellement une application qui soit dégradée, plutôt qu'une application complètement dysfonctionnelle. Donc, je prends souvent, c'est l'exemple de n'importe quel outil de chat, par exemple Slack, c'est ce qu'ils font. Votre chat, vous avez en général le nom de la personne qui a écrit, un timestamp, votre message, et puis l'avatar à côté. Ouais, mais du coup, si le truc qui sert l'avatar ne répond pas, vous avez quand même probablement envie d'avoir quand même le chat, les messages, l'avatar, à la limite, tant pis, quoi. Pensez à ce genre de mode dégradé. Si le truc qui sert les avatars, il est complètement dans les choux, c'est pas grave, affichez juste un carré de couleur, mais
ayez une app qui soit quand même fonctionnelle. Donc pensez un petit peu ce genre de mode dégradé. Et en fait, si vous suivez par exemple sur le côté monitoring, un peu métier, etc., il y a de plus en plus, vous vous rendez peut-être compte de notions en fait, qui sont des notions un peu produits là-dessus, que vous pouvez directement intégrer dans la conception de votre application. Le côté comment un petit peu aller favoriser, aller faciliter en tout cas les mitigations lors d'incidents. Dans tous les cas, les incidents, une fois qu'ils sont finis, vous allez vouloir vous améliorer, que ce soit sur les incidents eux-mêmes, leur route cause, éviter qu'ils reviennent, ou sur leur gestion. Pour ça, mesurez tout ce que vous pouvez. Globalement, ça pourra que vous être utile. Que ce soit les temps de réponse entre le moment où votre incident commence et le moment où vous commencez à réagir, ou le moment où vous réparez, les moyens de détection, c'est-à-dire quel pourcentage de vos incidents vous détectez automatiquement avec des alertes, vs ceux qui vous sont reportés manuellement par vos collègues, par votre support, par vos clients, ce genre de choses. Que ce soit la fréquence, que ce soit le temps passé, bref, mesurez tout ça. En plus, ça peut vous aider potentiellement à derrière à aller prendre les actions qui vont bien. Si vous arrivez à mesurer le temps passé à investiguer des incidents, ça aide vachement ensuite à les faire prioriser dans les roadmaps le fait que en fait, l'équipe passe tant de temps à résoudre des incidents. Peut-être qu'en fait, on pourrait enfin prioriser un peu de temps pour tacler cette deck technique ou alors bosser là-dessus sur la résilience de l'application, plutôt que d'aller développer une feature sur certains trucs. Et un incontournable de l'amélioration continue là-dessus, ça reste les post-mortem, qui sont ni plus ni moins que des sortes de grosses rétrospectives sur les incidents, où globalement, ce que vous allez vouloir avoir, c'est alors évidemment un résumé de l'incident, de ce qui s'est passé, etc., mais une timeline assez détaillée de qu'est-ce qui s'est passé, quand, pour bien comprendre, et pour vraiment à la fin être capable d'avoir une compréhension avec laquelle vous êtes à l'aise, vous êtes sûr que vous avez bien compris ce qui s'était passé. Et surtout, des actions aussi. Il y a plein d'outils pour vous sortir des post-mortem, où ça se plug sur à peu près tout, ça vous sort une jolie timeline, mais c'est pas vraiment ce qui importe. Le truc qui éventuellement importe, c'est d'avoir un registre centralisé de vos post-mortem, peu importe s'il y en a dans des GDoc, sur Notion, dans des Markdown sur GitHub, etc. Par contre, essayez quand même d'avoir un endroit où ils sont tous référencés, histoire que si vous avez un incident similaire, vous puissiez retrouver, voir ce que vous avez fait la fois d'avant. Et là-dessus, attention, ne pariez pas trop sur les templates de post-mortem, c'est un énorme piège dans lequel il est très très facile de tomber, on est tombé dedans. C'est d'avoir des templates de post-mortem qui font que du coup, on clique sur créer le post-mortem et hop, ça y est, j'ai un document sur lequel il y a post-mortem écrit en haut, j'ai mon post-mortem. Non, le but du post-mortem, c'est pas d'avoir un document en fait, le but c'est de faire le boulot d'investigation pour s'assurer qu'on a bien compris, qu'on a bien une timeline claire, que les actions qui vont être prises sont les bonnes pour s'améliorer, pour améliorer l'observabilité et les alertes qu'on peut avoir, pour aller s'assurer que ça se reproduise moins. Et dans tous les cas, les post-mortem, gardez-les aussi blameless que possible, c'est-à-dire n'allez pas pointer du doigt les gens qui ont éventuellement fait des choses. Ça veut pas, on peut quand même nommer des choses, dire bon ok, à telle heure, telle personne a cliqué sur, je sais pas moi, le bouton d'aller promote en prod, et c'est ça qui a ensuite déclenché ça, etc. C'est ok, il faut pouvoir se le lire, mais n'allez pas écrire dans le résumé de votre incident, cette personne a fait n'importe quoi et la cause de l'incident. Voilà, sinon les gens auront tendance à planquer la poussière sous le tapis. Sur les post-mortem, chez PayFit, on a fait plein d'essais différents. En termes d'outils, on est passé par les post-mortem de PagerDuty, par Datadog Incident, etc. On a même eu des post-mortem de 27 pages sur des GDoc. Actuellement, c'est principalement sur Notion. Après, comme je vous disais, l'outil, c'est pas ce qui importe le plus. Et en parlant d'outils, je vous en liste un certain nombre depuis le début. Je vous ai parlé de Slack pour la communication, de Gmeet, de Jira, parce qu'on crée des choses pour aller réussir à relier un petit peu les choses dans les backlogs ensuite. On interagit avec Salesforce aussi pour avoir des réponses potentiellement, pour aller lier les cas clients en fait, aux incidents. Je vous ai parlé de Statuspal, de Notion, etc. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de choses interconnectées, aller faire manuellement, créer les channels Slack, etc. Et c'est là que du coup, je vous parle enfin de l'outil dont je vous parlais depuis le début, qui est Incident.io. C'est quelque chose que j'ai découvert à la KubeCon CognitiveCon à Amsterdam l'année dernière. On a fait un petit hackathon dessus, et maintenant, c'est live. Du coup, je vous propose de tenter une petite démo, et je me rends compte que, hop, j'ai évidemment pas prévu le truc sur le bon écran. Est-ce que ça va? Attendez, laissez-moi une seconde, hop. Ça sera courte la démo, je vous préviens, mais c'est juste parce que je vous l'ai tellement teasé que voilà. Là, normalement, avec un peu de chance, et non, moins de chance, et bah tant pis, vous n'aurez pas droit à une démo. Par contre, vous allez peut-être retrouver les slides. Voilà, vous n'aurez pas droit à une démo, mais si vous voulez,
Si vous cherchez YouTube, alerte, machin, etc., vous verrez la démo que j'avais fait à Basecamp. Voilà, ça fera office 2. Mais globalement, j'aurais dû vous mettre des screenshots d'ailleurs. Globalement, c'est juste un outil qui va vous en fait faciliter la gestion du cycle de vie de votre incident, qui va aller justement automatiquement aller poster dans le channel incident ce qui va bien, aller créer le channel Slack dédié, qui va vous permettre de loguer un petit peu les actions de follow-up. En plus, ça se link super bien et ça s'auto-sync avec Jira derrière. Ça va vous permettre d'aller mettre à jour automatiquement vos status page, générer le template de post-mortem derrière. Ça vous fait des stats super intéressantes. Enfin, honnêtement, c'est assez cool. Dans les slides, vous trouverez un peu certaines ressources si vous voulez aller creuser certains trucs. Mais du coup, on approche un petit peu de la fin. Donc, je vais vous résumer un petit peu certaines choses à retenir. Désolé pour le fait de ne pas avoir une démo. Parce que du coup, le premier point, vous avez pu voir à quel point. Mais globalement, Incident.io, c'est très cool. J'ai aucun intérêt à vous dire ça. Juste, ça marche vraiment bien. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ok, c'est trop cool, c'est vachement mieux qu'avant ». Donc, n'hésitez pas, allez-y, foncez. En plus de ça, surtout le côté humain, faites confiance aux gens avec lesquels vous bossez, et à leur instinct, leur capacité, leur connaissance de votre système. Que ce soit pour aller déterminer si quelque chose est un incident ou pas, pour aller déterminer la sévérité d'un incident, pour aller choisir s'il faut communiquer publiquement dessus ou pas. Globalement, ça marche plutôt bien. Ayez de l'empathie, que ce soit pour vos clients ou vos collègues, qu'ils soient techniques ou non. Les incidents, encore une fois, c'est des choses souvent un petit peu à enjeu, qui peuvent être un peu stressants, etc. Donc voilà, gardez ça en tête, particulièrement pour le support client, ils en ont bien besoin. En général, c'est pas un boulot facile, ça évite d'avoir des clients énervés en face qui vous insultent littéralement. Je souhaite ça à personne, vraiment. Ayez une forme d'incident commander sur vos incidents. Le fait d'avoir quelqu'un qui a un rôle dédié, ça peut paraître très bête, mais ça permet de vachement fluidifier les choses au final. Peu importe si c'est des gens qui ont ce job-là en particulier, si vous avez un pool de personnes qui prennent ce rôle-là sur vos incidents, en plus de ce qu'ils font d'habitude, ou alors c'est juste la première personne qui passe dans l'incident, mais ayez un petit peu ce rôle-là. Outre ça, considérez les incidents d'un point de vue produit et pas juste technique. Que ce soit pour le côté alerting, aller alerter sur des choses qui sont liées à votre métier, que ce soit pour penser des modes dégradés sur votre application, que ce soit pour aller intégrer dans votre application des moyens de communiquer sur le fait que votre service est dégradé, que ce soit pour même votre status page, pour qu'est-ce que vous allez afficher dessus, quelles features vous allez afficher dessus, à quelle granularité, c'est des questions un petit peu, d'une certaine façon, produit. Donc impliquer et un peu éduquer entre guillemets vos product owners, product managers là-dessus. Et dans tous les cas, allez-y un peu pas à pas. Je vous disais qu'il y a 2 ans, Payfit, le mot incident n'existait pas. Aujourd'hui, on est plutôt content de ce qu'on fait. On est plutôt content, typiquement Ophélie dont je vous parlais, nous disait c'est quand même vachement mieux qu'avant. Avant on disait on ne sait pas réessayer demain. Aujourd'hui on a de la visibilité sur là où ça en est, quel incident il y a, etc. C'est vachement plus confortable pour nous, c'est vachement moins stressant. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Espérez pas passer vous ne gérez pas du tout vos incidents à vous avez une status page nickel chrome, tout qui est alerté automatiquement, la com est absolument nickel, vous résolvez tout super rapidement du jour au lendemain. Donc voilà, allez-y graduellement. Si vous avez hâte d'aller boire un verre après la conférence, juste après la keynote qui suit, rassurez-vous, du coup, le château BDX.io n'était pas vraiment toxique. À la base, j'avais même mis dans cette là en même temps, il n'existe pas encore, mais en fait, si, il existe. Voilà, vous avez vraiment le château BDX.io. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon courage pour ceux qui sont d'astreinte ce soir. Et je ne sais pas si on va avoir le temps pour des Q&A. On a peut-être le temps pour 2 questions. Et pendant que le micro passe, vous avez un super gros QR code. Regardez, il fait à peu près ma taille en hauteur. Donc votre téléphone ne devrait pas le rater. Donc sortez votre téléphone et si vous voulez laisser un feedback vite fait. Je le rejouerai probablement ailleurs. Donc ça m'aide vraiment de savoir ce que je pourrais améliorer. Et si vous voulez juste me dire que c'était cool, c'est très apprécié aussi. Merci beaucoup, Alexis. Est-ce que vous avez des questions? Et les slides sont déjà dispo, si vous voulez. Voilà, Blue Sky, tout ça. Ah super, c'est Manuel, notre Incident Commander. On l'avait presque oublié. Très cool la présentation. Ma question, c'est, il y a de la communication extérieure, donc l'initiative chez Payfit, elle venait d'où? Elle venait des techniques ou est-ce que c'est les PO qui ont lancé le truc? C'est quoi L'initiative de s'améliorer sur la gestion d'incidents? Ouais, et aussi de la communication, quoi, surtout. Ok, en gros, à l'initiative de qui est-ce que c'est le fait de communiquer publiquement sur un incident, c'est ça? Oui, c'est ça. Les gens qui sont sur l'incident, voilà. Peu importe qui, souvent c'est plutôt des gens côté tech. Les PO sont rarement impliqués dans la gestion des incidents, parce que côté troubleshooting, il n'y a pas forcément grand-chose souvent sur lesquels ils peuvent forcément aider. Mais donc, voilà, ça vient souvent des techs qui sont en train de troubleshoot. Après,
Pour les gros incidents, potentiellement pour certaines formulations, etc. Là, ça peut repasser via des gens effectivement côté produit ou légal ou ce genre de choses. Demain, il y a un incident, j'irai mettre à jour la status page moi-même. C'est d'ailleurs quelque chose auquel on a tenu. On a quelqu'un dans toutes les équipes qui a les droits pour aller mettre à jour la status page. On part du principe que c'est mieux d'aller vite mettre à jour la status page et que tout le monde puisse le faire, quitte à ce qu'un jour peut-être on se plante, plutôt que personne puisse le faire mais que du coup elle soit tout le temps pas à jour, quoi. Ok, merci. Ouais. Une deuxième et dernière question, je pense. Coucou. Tu as parlé du temps du mean time to repair. Ouais. Est-ce que ça compte juste le temps de mitigation de l'incident ou de résolution de toutes les actions comprises dans le post-mortem? Première question. Et la deuxième question, c'est du coup comment vous faites le suivi des actions dans les post-mortem jusqu'à leur résolution? Parce qu'on peut résoudre l'incident et dire tout est bien, c'est vert, c'est reparti, mais il nous reste plein de choses à faire derrière pour finir toutes les actions du post-mortem qui peuvent améliorer la situation. Donc la première question sur le mean time to repair, c'est vraiment la durée entre le moment où l'incident commence et le moment où l'incident va être pleinement résolu, où la situation est de retour à une situation nominale. C'est-à-dire que même après d'ailleurs les mitigations, c'est pas jusqu'à la mitigation. Et pour la deuxième partie de ta question, qui est par rapport au côté, est-ce que ça va jusqu'au côté prise en compte des actions de follow-up de l'incident? Non, clairement pas. Il y a des actions des fois qui sont super long terme, et c'est important de les prendre en compte, c'est important de les loguer. C'est important de vous dire, ok, cet incident-là, en fait, on sait qu'on a tel gros truc à changer, mais clairement, c'est un gros chantier sur plusieurs mois, c'est important d'avoir ce suivi-là pour les retrouver, mais du coup, non, ça ne prend pas en compte ça dans la timeline. Les actions sont vraiment, peu importe leur temporalité. Et voilà. Et pour leur suivi, d'ailleurs, c'est dans Jira et tout. Et Incident.io le fait assez bien d'ailleurs. On a typiquement moyen d'avoir des stats assez cool sur le temps qu'on met à prendre certaines follow-up actions en fonction de leurs priorités, etc. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Merci. Et puis merci tout le monde. Je vois qu'il y a des gens au fond de la salle. Voilà, on a bien fait. Donc merci beaucoup. Merci Alexis.